Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Le Grand Paris va-t-il coûter plus cher que prévu? Hier, Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, a estimé qu'il y aurait un surcoût de 10 milliards d'euros. Le gouvernement a fait savoir que, quant à lui, il attendait le rapport aux années, rapport qui doit permettre une évaluation du coût de ce projet d'aménagement des transports en Île-de-France. La commission du développement durable du Sénat a de son côté auditionné hier Étienne Guyot, préfet, président de la Société du Grand Paris. Un sujet donc particulièrement d'actualité et c'est donc cette audition que je vous propose de suivre tout de suite. Bonne fin d'après-midi à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir donc monsieur Étienne Guyot, qui est président du directoire du Grand Paris et qui évidemment a un sujet passionnant à nous présenter, d'actualité. Je voudrais dire aussi que je suis vraiment très heureux de le recevoir puisqu'il a sévi dans le département du Gers. Vous savez que le département du Gers n'est pas le centre du monde, mais bon, et que nous avons partagé ensemble des moments à la fois fort agréables et des moments de coopération. Ensuite, donc, il est passé en Landes et ensuite il est venu plus au nord, à Moselle, pour finir donc à Paris, où nous l'avons également côtoyé au ministère de l'Aménagement du Territoire et bien sûr toujours avec lui cette certitude que nous avons là affaire à un grand serviteur de l'État dont les compétences ne sont plus à révéler. Voilà, donc monsieur le préfet et président, l'auditoire est de qualité, il est clairsemé parce qu'encore une fois, depuis tout à l'heure, depuis 14 heures, nous sommes en audition et en séance. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure, peut-être certains de nos collègues vont nous rejoindre. Donc nous vous écoutons pour nous présenter ce formidable projet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'accueillir en cette enceinte. Je voudrais saluer Madame et Messieurs les sénateurs qui sont ici présents. Vous dire que je suis accompagné à ma droite de Pierre-Alain Jeannonnet, qui est membre du directoire de la Société du Grand Paris. Et je souhaitais en quelques instants vous présenter l'état d'avancement de ce très grand projet d'aménagement du territoire. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les caractéristiques du projet, vous dire simplement que la carte du schéma d'ensemble qui vous a été distribuée fait apparaître 4 nouvelles lignes de métro. 3 d'entre elles sont sous maîtrise de la Société du Grand Paris, la ligne rouge, la ligne bleue et la ligne verte. La ligne orange est sous maîtrise d'ouvrage du STIF. Au total, ce sont plus de 200 km de nouvelles lignes de métro automatique, représentant 72 nouvelles gares, dont 57 sous maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, qui doivent être créées. Le Grand Paris, c'est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région Île-de-France et qui s'appuie sur la création d'un nouveau réseau de transport public de voyageurs. Ce faisant, c'est un projet fondamental pour la vie quotidienne de nos concitoyens, qu'ils soient de l'Île-de-France, du reste du territoire, mais aussi concernant l'ensemble des étrangers qui viennent en France. C'est un projet qui va permettre à la fois d'augmenter l'offre de transport et également de désaturer les réseaux existants. La loi Grand Paris prévoit également un objectif ambitieux de création de 70 000 nouveaux logements par an. Un chiffre pour vous dire à quel point le transport par rapport à cet objectif logement est important. Dans un rayon de 400 mètres, autour des gares du Grand Paris Express, c'est la manière dont on l'appelle médiatiquement ce nouveau réseau, c'est-à-dire à 5 minutes à pied des gares, il y a aujourd'hui 22 500 000 m² au sol foncier directement mobilisables. C'est un projet national de développement économique et social par les effets sur l'attractivité, par les gains de compétitivité, par la mise en réseau des principaux pôles scientifiques, technologiques, économiques et culturels et sportifs d'Île-de-France. L'impact du projet ira bien au-delà de la simple région capitale. C'est un point important sur lequel nous pourrons revenir dans le cadre des questions si vous le souhaitez. La Société du Grand Paris, pour ce qui la concerne, a un rôle bien particulier. Sa mission principale, c'est d'abord, selon les termes de la loi, de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructure composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. C'est-à-dire que nous devons d'abord construire les tunnels, les gares, les sites de maintenance, les ateliers, les ouvrages annexes. C'est ce qui nous mobilise en priorité. La Société du Grand Paris a également une autre compétence. Elle peut être aménageur dans le cadre
des contrats de développement territoriaux, c'est-à-dire cette nouvelle catégorie de contrats qui va lier l'État et les collectivités territoriales créées par la loi. Et si un contrat de développement territorial demande à la Société du Grand Paris d'être aménageur, elle peut l'être, ou en l'absence de contrat de développement territorial, la Société du Grand Paris peut être aménageur après avis de la collectivité concernée dans un rayon de 400 mètres. Quoi qu'il en soit, c'est toujours en étroite concertation et partenariat avec les collectivités que nous avançons. C'est une marque de fabrique de la SGP à laquelle nous tenons de façon tout à fait particulière. Dans l'accomplissement de ces deux missions, construction d'un nouveau réseau et aménagement, la Société du Grand Paris a progressé rapidement au cours de l'année 2012. Il faut ajouter que ce n'est que la seconde année de son existence. Il y a 2 ans, la SGP n'existait pas. Elle a progressé selon cette méthode partenariale dont elle ne s'est jamais départie. Le schéma d'ensemble, qui est notre feuille de route, a été adopté à l'unanimité par le conseil de surveillance, notre conseil de surveillance qui rassemble, je vous le rappelle, non seulement les représentants de l'État, mais le président du conseil régional, les présidents des conseils généraux et un maire de l'Île-de-France. Pour ce qui concerne, par exemple, la détermination de l'emplacement des gares, eh bien, nous avons mis en place, pour pratiquement toutes les gares dont nous assurons la maîtrise d'ouvrage, des comités de pilotage qui réunissent, sous la présidence du maire, et la coprésidence du maire et du Grand Paris, l'intercommunalité, le département, les services de l'État, le STIF, les opérateurs de transport. Et nous avançons ainsi dans la détermination non seulement de l'emplacement en souterrain des gares, mais également de l'émergence des gares. Et nous aurons terminé, à la fin de l'année 2012, de pratiquement déterminer l'emplacement de toutes les gares de la Société du Grand Paris. L'accord institutionnel et politique qui a été signé en janvier 2011 entre l'État et la région et repris par les départements, permet de poursuivre nos travaux dans un climat tout à fait consensuel, partagé, absolument indispensable pour ce type d'investissement stratégique. Et le nouveau gouvernement, en juin, a confirmé le projet, tout le projet. Le candidat François Hollande avait eu l'occasion de s'exprimer pendant la campagne sur l'intérêt du Grand Paris et sur sa nécessaire poursuite. Nous sommes donc dans une dynamique qui est tout à fait positive. Je reviens sur quelques éléments de l'année 2012 pour vous dire ce que nous avons fait et quelles sont nos perspectives. Nous avons installé 2012 la 3e enceinte de gouvernance de la Cité du Grand Paris. La Cité du Grand Paris, c'est d'abord un conseil de surveillance qui est présidé par André Santini, qui réunit les élus que je vous ai indiqués. Il y a ensuite le directoire que préside votre serviteur qui fait fonctionner au quotidien la société. Et puis, il y a un comité stratégique, qui est une originalité de la loi Grand Paris, que connaît bien le sénateur Capot-Canelas, qui réunit l'ensemble des maires concernés par l'infrastructure, les présidents de l'intercommunalité, des représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, les représentants du Conseil économique social régional et les représentants des organismes consulaires. Donc une assemblée qui aujourd'hui est à 120 personnes, qui travaille, qui a créé des groupes de travail sur les gares, sur l'environnement des gares, sur la qualité du service dans le réseau, qui va tenir une réunion plénière d'ici quelques jours, le 14 décembre prochain, qui rendra ses travaux. Et ces travaux ont été calés par rapport aux nôtres de façon à alimenter ce que nous faisons au quotidien. C'est une participation très concrète, très efficace et très utile des élus et de tous ceux qui sont très proches du terrain. Nous avons également choisi cette année un architecte conseil qui va nous conseiller, travailler pendant 7 ans avec nous pour donner les lignes d'architecture et de design de l'ensemble des gares du Grand Paris. Cet architecte conseil, Jacques Ferrier, travaillera également avec les architectes qui sont chargés, eux, de concevoir et de construire les gares. C'est donc un moment très important parce qu'il faut que les gares soient à la fois le témoignage de ce que l'on est dans un réseau et également le témoignage qu'elles reflètent la réalité du terrain, la personnalité, les potentialités du terrain et des territoires dans lesquels elles se situent naturellement en liaison très étroite avec les collectivités territoriales. Et nous avons mené cette même démarche de recherche en design et en architecture pour les sites de maintenance. Nous aurons 6 sites industriels qui seront des sites industriels du XXIe siècle, qui vont marquer également le paysage de la région capitale. Et nous avons choisi le cabinet Barton et Wilmore. 2012, nous avons terminé les études préliminaires qui se sont pratiquement achevées à l'été et surtout lancé les premières consultations de maîtrise d'œuvre par avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de marchés négociés. Ces marchés de maîtrise d'œuvre concernent
principalement pour l'instant la ligne rouge sud, et notamment le premier tronçon sur lequel je vais revenir. L'objectif étant bien évidemment de déterminer les groupements d'ingénierie d'architecture qui vont nous aider au stade des études d'avant-projet à concevoir les gares, les tunnels, et la phase suivante sera la phase travaux. Au total, 12 consultations sont en cours. Cela représente plusieurs centaines de millions d'euros et ce marché devrait être signé en début d'année prochaine. Nous avons énormément avancé aussi en termes de concertation. Depuis la fin du débat public, qui s'est tenu entre septembre 2010 et janvier 2011, la Société du Grand Paris a maintenu un contact très étroit avec non seulement les élus, le public, les associés et les entreprises. De quelle manière avançons-nous? Outre les comités de pilotage gare dont je vous ai parlé, ces comités qui se sont réunis plusieurs centaines de fois, nous avons réuni en avril 6 conférences de tronçons, c'est-à-dire la réunion de tous les acteurs d'un tronçon, tous les acteurs concernés par un tronçon, puisque notre réseau est découpé en 6 tronçons. Nous avons poursuivi des contacts très étroits avec le milieu économique par département pour expliquer, avec l'aide des chambres de commerce et d'industrie, du MEDEF, des organisations, des acteurs économiques, pour expliquer ce que nous faisions et quels étaient nos objectifs. Enfin, pour ce qui concerne le premier tronçon qui va partir en enquête publique, si vous avez la carte devant vous, vous avez cette immense rocade rouge. Vous avez un tronçon au sud, entre Pont-de-Sèvres, c'est-à-dire Boulogne, et Noisy-Champs-sur-Marne, à l'est, qui fait 33 km, 16 gares. Ce premier tronçon qui va partir en enquête publique a fait l'objet d'une concertation renforcée au moyen de 21 réunions publiques que j'ai présidées avec Pierre-Alain Jeannenet dans toutes les communes concernées par l'arrivée d'une gare. Entre le 15 septembre et le 15 novembre, nous avons eu en moyenne 300 personnes par réunion, donc un formidable engouement de nos concitoyens qui sont venus voir où en était le projet et surtout qui sont venus encore apporter leur contribution parce que cette concertation avait pour objectif de pouvoir faire encore évoluer le projet là où il pouvait encore évoluer. Je pourrais vous en dire plus si vous voulez. Notre prochaine étape, c'est bien évidemment l'enquête publique. Le dossier d'enquête publique, conformément au planning annoncé en début d'année, a été transmis au préfet de région fin juillet. La ministre en charge de l'égalité des territoires, Madame Duflot, notre ministre, a saisi l'autorité environnementale qui a émis un avis le 24 octobre. Nous prenons en considération les observations et les recommandations des différentes personnalités et organismes consultés, dont l'autorité environnementale, et donc nous mettons la dernière main au dossier d'enquête publique. Les acquisitions foncières, c'est un processus industriel. Nous devons acquérir 5500 parcelles pour l'ensemble du projet, dont 90% en tréfonds. Et vous savez qu'en droit français, ce sont les propriétaires de la surface qui sont propriétaires des tréfonds. Ça veut dire que lorsque l'on veut acquérir une partie de terrain entre moins 15 et moins 40 mètres, puisque nos gares seront en moyenne à moins 25 mètres de profondeur, eh bien nous devons avoir naturellement un acte notarié, un prix qui est validé sous le contrôle de France Domaine. Et imaginez, lorsque vous avez un immeuble collectif avec plusieurs dizaines de copropriétaires, eh bien, le tréfonds doit faire l'objet de la signature de chacun des copropriétaires. Nous avons donc choisi un premier opérateur pour le tronçon de la ligne rouge sud, qui concerne 1800 parcelles. Et 2012 et surtout 2013 sont des années de montée en puissance des acquisitions foncières absolument indispensables. Vous vous en doutez bien, nous souhaitons acquérir principalement à l'amiable, mais si nous n'arrivons pas à discuter, il peut arriver que dans certains cas on n'y arrive pas. Vous connaissez bien, mesdames et messieurs les élus, ces problématiques. Nous devrons à ce moment-là avoir la déclaration d'utilité publique qui nous permettra d'exproprier. Les acquisitions foncières, donc c'est un point très, très important. Pour ce qui concerne les coûts du projet, la mission que la ministre a confiée à M. Ozannet fera un point sur l'ensemble des coûts du projet. Pour ce qui concerne ce qui est de la maîtrise d'ouvrage, Société du Grand Paris, à périmètre constant par rapport à l'accord État-région de 2011, en sortie des études préliminaires, nous avons une augmentation de 2,5%, je dis bien à périmètre constant. Pour ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage du Grand Paris, nous avons eu une augmentation de 2,5% par rapport au montant de ce qui est indiqué dans l'accord État-région. Donc nous avons pour objectif de
faire en sorte que les délais et les coûts puissent être tenus au maximum. Alors 2013, quelles sont les perspectives en 2013 ? Le Conseil de surveillance a voté le 5 juillet dernier, à la demande de la ministre, a voté la décision d'engager les enquêtes publiques de façon échelonnée sur l'ensemble des tronçons. Et donc 2013 devra être une année où les enquêtes publiques vont pouvoir monter en puissance, bien évidemment sur le premier tronçon, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, mais également sur les autres tronçons. Tout ça dépendra des décisions que prendra le gouvernement en matière de priorité de réalisation de cet investissement. Madame la ministre de l'Égalité des Territoires nous avait fixé 3 objectifs le 26 juin dernier, lorsqu'elle avait inauguré l'exposition sur l'architecture et le design des gares. Une exigence de priorité, tout ne pourra pas se faire tout de suite ni en même temps. Une exigence de proximité pour répondre à l'urgence, au quotidien et aux besoins des habitants. Et enfin, une exigence d'efficacité. Et pour répondre à ces 3 exigences, la ministre a confié donc une mission technique à M. Ozannet pour faire le point sur les coûts globaux du Grand Paris Express, puisque nous ne sommes pas les seuls à intervenir dans ce Grand Paris Express, et pour formuler des propositions de priorisation. Ce rapport doit être remis de façon incessante, et le Premier ministre a indiqué le 30 octobre dernier que le gouvernement disposerait de tous les éléments pour décider début 2013. Nous avons eu le 23 novembre dernier, c'est très récent, un conseil de surveillance qui a validé à l'unanimité le projet de budget 2013 qui repose à ce stade sur les hypothèses suivantes. Donc l'activation des marchés de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les études d'avant-projet sur le tronçon Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs, la ligne rouge sud, les acquisitions foncières qui se poursuivent limitées à ce premier tronçon, la réalisation d'enquêtes publiques supplémentaires en 2013, et tout ça pour l'instant à effectif permanent, puisque la Cité du Grand Paris est un établissement public de l'État, industriel et commercial, sous plafond d'emploi de l'État, et en 2012 comme en 2013, nous avons droit pour l'instant à 105 équivalents temps plein. Le budget fait apparaître également en 2013 un effort très significatif de subvention de la part de la Cité du Grand Paris à des projets qui ne sont pas sous sa maîtrise d'ouvrage. Je pense à la prolongation, au prolongement de la ligne 14 entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen, la ligne automatique, qui est sous maîtrise d'ouvrage conjointe de la RATP et du STIF, pour laquelle nous participons à hauteur de 30%. Nous participons également à l'adaptation de ces stations de la ligne 14 qui existent cette fois-ci entre Olympiade et Saint-Lazare, puisque pour augmenter la capacité de la ligne, il faut que nous passions de 6 à 8 voitures pour accueillir un maximum de voyageurs et désaturer la ligne 13. Et pour passer de 6 à 8 voitures, il faut mettre aux normes les stations existantes, notamment au plan de la sécurité. Nous participerons également à hauteur de 30%. La Cité du Grand Paris en 2013 continuera également de subventionner les études conduites sur la ligne orange, qui est sous maîtrise d'ouvrage du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Enfin, nous poursuivrons la montée en puissance des acquisitions foncières. C'est un poste de budget d'investissement très important. Voilà, ces quelques éléments pour vous donner l'état d'avancement, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice et Messieurs les sénateurs. Avec un budget de 203 millions d'euros en 2013, la Société du Grand Paris donc, a un budget qui est plus du double de celui de 2012. Nous poursuivons donc notre montée en puissance. Naturellement, nous sommes, j'allais dire, dans les starting blocks, en attendant les décisions du gouvernement sur la suite des opérations. Nous avons, comme je vous le disais, fait pour l'instant notre maximum pour tenir nos engagements. Et la question des moyens de la Société du Grand Paris dépendra aussi des décisions qui seront arrêtées par le gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord remercier le Président Val d'avoir programmé cette audition qui nous conduit à parler de ce projet important que vous conduisez, Monsieur le Président Guyot, avec toute l'équipe de la SGP. Première question, d'abord, bon, nous sommes tous suspendus, en tout cas les maires franciliens qui sont concernés, au verdict que pourra peut-être représenter le rapport aux années
et bien sûr les décisions gouvernementales qui suivront. Je vais laisser ce sujet-là de côté parce qu'à part la spéculation, aujourd'hui on ne sait pas en dire grand-chose. Je voulais simplement revenir d'abord sur la controverse du milliard d'euros, puisqu'il y a quelques semaines, on a appris que dans le cadre de la programmation triennale, le fameux milliard attendu pour la SGP n'était pas à ce stade inscrit. Ce que je souhaitais, c'est qu'on essaie de faire la part des choses un peu ici et voir dans quelle mesure ce milliard est nécessaire, à quelle échéance. Vous avez des ressources propres qui ont été créées, si j'ose dire, par la loi, qui sont payées par les franciliens. Est-ce que ce niveau de recette vous permet malgré tout de minorer le milliard qui est nécessaire pour pouvoir lever après de l'emprunt? Et puis, question annexe, j'ai bien compris qu'un certain nombre d'organismes voisins voyaient cette trésorerie un peu opulente les premières années avec une forme d'envie. Donc y a-t-il ou pas de ce côté-là des hypothèses d'utilisation entre-temps, parce que votre situation est paradoxale. Vous aurez besoin de beaucoup d'argent, mais vous en avez peut-être un petit peu trop tôt. Bon, mais pas assez pour plus tard. Bon. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième point, se pose là aussi la question de l'intermodalité avec la ligne Orange. Vous avez évoqué la ligne Orange tout à l'heure. Est-ce que là-dessus, il y a un calage qui est fait? Est-ce que ça conduira à des hypothèses techniques qui peuvent interférer sur la temporalité de la réalisation de vos tronçons, puisque c'est sur le principe toujours séduisant d'essayer d'avoir une intermodalité complète entre la ligne Orange, conduite a priori par le STIF et vous, mais ça peut poser aussi des problèmes techniques et de délai. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure abordé la dimension environnementale et l'avis de la Haute Autorité environnementale. On a compris, lorsque cet avis a été formulé, qu'il y avait une réserve, du moins. Alors, je ne sais pas si cette réserve peut être surmontée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est un aspect qui compte notamment pour cette commission. Dernier point, vous avez parlé des gares. Tout à l'heure, j'ai vu, alors sous ma casquette d'élu local, que vous aviez lancé effectivement des appels d'offres, en tout cas des consultations pour des maîtrises d'œuvre sur ces gares. Comment pensez-vous associer les collectivités sur ce point? Parce qu'il y a un travail partenarial qui marche bien avec les SGP, mais sur ce point particulier, pour le moment, il n'y a pas encore une association très claire, me semble-t-il, des collectivités, parce que je pense que l'insertion de la gare dans son univers va être un sujet central. Voilà, merci à vous. Si vous voulez bien, on va prendre une série de questions. Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Guillot, en amont de l'examen par le Sénat du projet de loi sur le Grand Paris, j'avais été amené à faire partie d'un groupe de travail qui avait effectué un certain nombre d'auditions, et le provincial que je suis donc a participé à ces auditions, probablement parce que mon groupe avait souhaité que je puisse éventuellement questionner les personnes que le groupe de travail entendait sur des questions relatives au transport et plus particulièrement au transport ferroviaire. Alors je me souviens avoir insisté particulièrement sur l'absolue nécessité, à mon sens, qu'il y ait une bonne finalement connexion entre ce futur réseau et les réseaux existants, que ce soit le réseau à grande vitesse, actuel et futur, le réseau transilien, le réseau de métro, le réseau de tramway. Et on a bien pu constater au cours de ces auditions qu'il y avait un certain nombre de points sur lesquels cette interconnexion n'était pas totalement assurée. Donc avez-vous avancé sur la question? Parce que ça me paraît important, et ça paraît important à beaucoup. Et puis même si ce n'est pas finalement la finalité du réseau donc, du Grand Paris, j'avais également fait apparaître mon étonnement qu'on n'ait pas pris en compte pour la desserte de Paris du fret ferroviaire. Parce que qui est dit finalement desserte de Paris, c'est bien sûr essentiellement la desserte voyageur, mais c'est aussi l'intérêt qu'il y a à faire en sorte que n'arrivent pas à Paris et dans la périphérie parisienne des finalement quantités considérables de camions, alors qu'on a des lignes ferroviaires qui peuvent être utilisées
au mieux. Donc là aussi, est-ce que cet aspect qui n'est pas au départ l'objet de ce projet ne doit pas aussi être pris en compte? Merci. Alors, Charles Revet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a une belle carte. Je suis tenté de vous poser comme première question jusqu'où va votre périmètre de responsabilité dans ce domaine du projet Grand Paris dont on a beaucoup parlé. Bon, il y avait lié à ça l'interconnexion avec, je pense, au grand port maritime du Havre, puisque l'idée c'était de faire du grand port maritime du Havre le port de Paris, l'ouverture de Paris vers l'océan, et bien entendu de la ligne grande vitesse Paris-Normandie. Alors, comment ça s'inscrit dans cette démarche ? Parce que j'entends bien qu'il faut donner un peu d'aération au transport parisien, et je crois que c'est indispensable, on le voit bien pour qui vient dans la capitale. Mais l'idée aussi, c'est de voir à travers la nouvelle organisation comment il pouvait y avoir une interconnexion, y compris dans le domaine du fret ferroviaire. Et donc, comment ça s'inscrit dans cette démarche ? Est-ce que dans votre périmètre de responsabilité, ces aspects-là sont encore en vigueur ? Où en est-on parmi les grands projets qui étaient prévus dans le cadre du projet Grand Paris ? Merci. Francis Grillon. Merci. Bon, moi, je ne suis pas parisien, donc je vois ça un peu de loin, mais bref, j'aurais voulu oui, quelques petites explications quand même sur la généralité du projet. J'observe que ces ronds verts, enfin ces circuits verts et rouges, font qu'on développe une partie qui est à l'est-nord de Paris, mais surtout est-nord, et puis sud-ouest. Et il n'y a rien, par exemple, au nord-ouest, il n'y a rien. Je voulais savoir ce qui avait présidé à ça, c'est tout. Hein. Vraiment, je m'informe. Vous avez parlé des délais. Imaginons que toutes les décisions politiques soient là et que l'argent soit là. Ne serait-ce que pour la première tranche que vous avez décrite entre Pont-de-Sèvres et Noisy, ça serait opérationnel quand? C'est la deuxième question. La troisième, aussi un peu générale, est-ce que ça a été pensé, ça, pour un jour accueillir les Jeux Olympiques? Et la dernière, plus locale, j'ai le TGV Est, moi, puisque je viens d'Alsace, comme monsieur le maire de Strasbourg, qui est là. Est-ce qu'il s'arrête à Bondy? À partir de Bondy, donc il y aura une intermodalité pour aller ailleurs dans Paris et pas pénétrer dans Paris, par exemple. Hein, c'est la question d'intermodalité au sens large, comme le disait notre collègue Teston, et en particulier aussi pour le fret, bien sûr. Merci. Evelyne Didier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire s'il y a en complémentarité de ce travail une réflexion sur les aires de stationnement pour désengorger Paris en termes de véhicules? Merci. D'accord. Parce que, en fait... Alors, en réponse au sénateur Capo-Canella, sur la question du milliard d'euros, moi c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans les réunions publiques, les déclarations à la fois de Mme Duflot et du Premier ministre, notamment le 30 octobre dernier à la manifestation à laquelle il était sur l'avenir de Saclay, sont tout à fait rassurantes, puisque le Premier ministre a dit, sur la base donc de la remise à plat des coûts et puis des priorités qui seront déterminées pour la mise en œuvre dans le temps du projet. Hein, l'objectif du gouvernement étant de sécuriser les financements, eh bien, s'il y a besoin d'1 milliard d'euros de dotation en capital en 2015, ce milliard sera là. Donc, j'estime qu'en la matière, nous avons
une réponse tout à fait rassurante. Ce qu'on a fait apparaître, et ça rejoint votre autre question, c'est que nous sommes dans une situation un peu paradoxale. La Cité du Grand Paris n'existait pas il y a 2 ans. En loi de finances rectificative pour 2010, des ressources fiscales dédiées ont été créées et donc qui rentrent. Et aujourd'hui, c'est vrai, le rythme des dépenses est encore inférieur au rythme des recettes. Dans notre montée en puissance, au rythme actuel, en fonction de ce que l'on a fait depuis 2 ans, c'est en 2015 que devrait disparaître ce fonds de roulement, et c'est donc en 2015 qu'il est apparu un besoin de ressources complémentaires estimé à ce stade à 1 milliard. Bon. Dans le schéma de financement de la Société du Grand Paris, enfin surtout du Grand Paris Express, il y a plusieurs ressources. Il y a la fiscalité, il y a la dotation en capital, il y a l'emprunt. Et ce que nous disons, c'est qu'on peut tout à fait imaginer que dans les années à venir, la dotation en capital et l'emprunt interviennent de façon concomitante. Donc c'est en fonction des priorités qui seront arrêtées par le gouvernement qui sera décidé, d'après ce que j'ai compris, le montant de la dotation qui pourra être débloqué. Mais le principe, me semble-t-il, en est acquis et la réponse du gouvernement m'a semblé tout à fait claire. Alors vous évoquiez à juste titre que le fonds de roulement aujourd'hui suscite quelques convoitises. C'est vrai, je comprends bien. En même temps, c'est de l'argent qui n'est pas inutile, c'est de l'argent qui est placé au Trésor. Nous avons l'obligation de déposer au Trésor, qui ne nous rapporte rien d'ailleurs, mais qui permet, j'allais dire, d'être resté dans les caisses de l'État et d'alimenter les caisses de l'État. Cet argent, nous en aurons besoin, puisque le fonds de roulement sera amené à disparaître, mais d'ores et déjà, nous avons voulu prendre en considération la demande consistant à dire est-ce que la Cité du Grand Paris ne peut pas intervenir sur des financements de transport, et c'est pour ça que nous avons décidé, lors du dernier conseil de surveillance, d'augmenter la participation de la Cité du Grand Paris pour la première convention de financement de la ligne 14, entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen. Donc pour la première convention de financement, nous portons la part de la SGP de 30 à 42%, mais avec une obligation que nous a fixée l'État, c'est que à la fin des travaux de la ligne 14, à la dernière convention, il faudra que nous soyons revenus à notre moyenne de 30%, celle qui est dans l'accord État-région. Donc pour l'instant, nous faisons une avance qui est de près de 20 millions d'euros j'allais dire, en aidant 2 départements, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, dans le financement de la ligne 14. Ensuite, vous avez évoqué les questions d'intermodalité, ligne orange, ligne rouge. C'est un sujet très important puisque l'interopérabilité, exactement, entre la ligne orange et la ligne rouge, c'est quoi? C'est la possibilité pour un train de la ligne rouge d'aller sur la orange et inversement. Ce qui veut dire que, en termes de confort de transport pour les voyageurs, c'est beaucoup plus efficace. Ce qui veut dire aussi que nous sommes sur des infrastructures qui devront avoir les mêmes dimensionnements, les mêmes gabarits, les mêmes diamètres, les mêmes matériaux roulants, et c'est naturellement heureux. C'est évident. Hein, et c'est donc l'objectif que nous a fixé le gouvernement. Et ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait déjà une première intermodalité qui serait à Champigny. Donc nous travaillons actuellement avec le STIF, nos collègues du STIF, sur les différents scénarios d'intermodalité. Je n'entre pas dans la technique, mais vous pouvez avoir une intermodalité à 6 voies, à 4 voies, à 3 voies, à 2 voies. Le coût n'est pas le même. L'impact travaux pour les communes concernées n'est pas le même. Le dimensionnement des infrastructures n'est pas la même, donc en termes aussi de confort pour les usagers, ce n'est pas la même chose. Donc c'est en fonction de ces différents critères, coût, qualité pour l'usager, impact de travaux et délai de réalisation, que les décisions seront prises. Sur la ligne orange, il est prévu que s'engage en début d'année prochaine une concertation, un débat, une concertation à l'instar de celle qui avait eu lieu sur les 3 autres lignes à partir de septembre 2010, et naturellement, c'est après cette concertation et en liaison avec nous que la meilleure interopérabilité sera assurée à Champigny. Pour ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale et les réserves que cette instance a émises, c'est des réserves portées principalement sur 4 points. La question de l'évacuation des déblais de chantier, on est sur plusieurs millions de mètres cubes, hein, et nous avons élaboré un schéma directeur d'évacuation des déblais, qui a été d'ailleurs transmis au président du conseil régional dans le cadre de l'élaboration du programme régional, le PREDEC, nom un peu barbare. Nous avons eu également des observations de l'autorité environnementale sur la question de l'hydrologie, et notamment du rabattement des nappes, mais aussi du franchissement de la Seine, de la Marne, des eaux de surface.
des observations aussi sur la prise en compte de la nature géologique des différents sols, l'impact géologique. Sur ces 3 points-là, nous apportons des éléments de réponse très complets dans le cadre de nos travaux en cours avant l'enquête publique. Et puis l'autorité environnementale avait fait une observation en disant le dossier fait 4000 pages, c'est quand même un énorme dossier, il faudrait essayer de le rendre plus lisible et plus maniable pour nos concitoyens lorsqu'ils se rendront en mairie pour le consulter au moment de l'enquête. C'est également une recommandation que nous avons retenue et nous allons donc en simplifier la lecture. Vous évoquiez la question des gares et comment associer les collectivités locales, notamment au choix des gares. Nous avons effectivement à cœur d'associer très étroitement les élus locaux à l'architecture des gares, puisque, comme je vous l'ai indiqué, les gares elles doivent à la fois témoigner de ce que l'on a dans un réseau, avec des matériaux, des couleurs, une signalétique, du mobilier, et également témoigner de ce que l'on est dans des territoires qui ont leur personnalité. Lorsque les équipes vont être choisies d'ingénierie et d'architectes, elles ne vont pas elles vont à ce moment-là élaborer un projet. Et c'est au stade de l'élaboration du projet que les collectivités territoriales seront associées. Moi, j'y verrai personnellement, vous savez à quel point je trouve que c'est tout à fait essentiel. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu, monsieur le sénateur Capo-Canellas, à vos questions. Je voudrais répondre à monsieur Teston concernant l'absolue nécessité, pour reprendre vos termes, monsieur le sénateur, sur la connexion entre le réseau futur, ce nouveau réseau primaire qu'on va créer, et le réseau existant. Mais vous avez bien raison, c'est absolument fondamental. Et si on se loupait là-dessus, on n'aurait pas réussi à ce moment-là notre projet. Et donc, on a aujourd'hui 70% des gares qui sont en interconnexion, avec des modes lourds, RER, Transilien, métro parisien, mais aussi des modes plus légers, tramway, bus. Tout à l'heure, je recevais les représentants des taxis qui me disaient « Mais alors, comment allez-vous faire pour avoir des stations de taxi dans vos gares ?» C'est évidemment quelque chose que l'on va prévoir. C'est pour ça qu'on a ces comités de pilotage par gare qui se réunissent et qui comprennent non seulement la Cité du Grand Paris, mais aussi les autres opérateurs de transport qui exploitent des réseaux, le STIF, qui est l'autorité organisatrice, et les collectivités. Parce qu'on regarde ça ensemble. Et nous avons, nous, l'obligation dans notre projet d'assurer la bonne connexion avec les autres réseaux. Alors, lorsque, par exemple, une gare nouvelle est créée, eh bien, il se peut qu'elle soit amenée à englober la gare RATP ou la gare SNCF, RFF qui existe. Il se peut aussi qu'en fonction des configurations du terrain, on soit amené à construire un autre bâtiment à côté du premier. Et à ce moment-là, il y a la question des correspondances, des couloirs, avec des sujets financiers derrière qui donneront lieu à discussion entre les différents opérateurs et nous. Mais nous avons lancé les études confié d'un côté à RFF SNCF, de l'autre côté à la RATP, sur la question des ouvrages de connexion assurés, sur la question des coûts que ça représente. Il faut objectiver tout ça et ensuite, eh bien que la discussion s'engage, mais nous prenons déjà très largement en charge des coûts d'interconnexion dans le cadre de nos études et dans le cadre de nos futurs travaux. Vous avez évoqué la question du fret ferroviaire. Je comprends bien l'intérêt de la question, mais c'est vrai que le métro du Grand Paris ne sera pas un métro de fret. On a fait le choix, en toute connaissance de cause, puisqu'on sera à terme à avec un métro toutes les 2 minutes, lorsque le schéma sera mis en œuvre, on ne peut pas insérer des métros de fret. En revanche, c'est vrai que dans nos gares, il faudra qu'on soit attentif à ce que, puisqu'on souhaite qu'il y ait des commerces, des services, que ces gares soient des centres de vie, qu'il y ait la possibilité pour les usagers, à ce moment-là, d'y retirer un certain nombre de commandes, qu'il y ait la possibilité d'assurer des livraisons. Mais effectivement, nous ne sommes pas sur la problématique fret au sens fret SNCF. Pour répondre à M. le sénateur Revet, jusqu'où va votre périmètre de responsabilité ? La loi attribue à la Cité du Grand Paris une compétence d'attribution qui concerne la création d'un nouveau réseau de transport, métro automatique. Donc notre compétence ne concerne pas, je parle de façon rapprochée, ni les RER, ni les Transiliens, et elle ne concerne pas non plus la liaison avec le Havre et la ligne nouvelle Paris-Normandie. En revanche, ce qui est important, c'est que l'organisation des ouvrages qui vont accueillir les voyageurs soient coordonnés. Quand on pense à Nanterre où il y aura à la fois Éole,
qui va arriver, je pense, en premier. Il y aura la gare du Grand Paris Express et puis il est prévu la gare de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Naturellement, dans les scénarios d'études menés, à la fois avec RFF, sous l'autorité de l'État, la Direction régionale de l'aménagement du territoire, puisque le précédent gouvernement avait confié une mission à l'État de coordination entre des différents opérateurs sur ce point, nous avons, dans nos études, nous calons les scénarios de réalisation de ces différents ouvrages et des espaces qui doivent être réservés. Mais nous ne sommes pas compétents sur la ligne nouvelle Paris-Normandie et nous avons déjà beaucoup à faire avec le métro du Grand Paris. Alors, pour répondre à monsieur le sénateur Grignon concernant la généralité du projet, vous disiez il n'y a rien au nord-ouest. Alors, le projet, vous savez qu'on a eu 2 débats concomitants, le débat du projet porté par l'État sur le réseau du Grand Paris, le débat du projet porté par la région, qu'on appelait Arc Express, 4 mois de débat, au cours duquel les citoyens, dans leur grande sagesse, et les habitants nous ont dit mais mettez-vous d'accord, avoir 2 projets, c'est ne pas en avoir, et ce qui a abouti donc à un schéma d'ensemble qui a évolué par rapport au premier projet qu'avait naturellement proposé à l'époque le ministre Blanc, puisque on est passé de 39 à 57 gares, par exemple pour ce qui concerne la Société du Grand Paris. On a augmenté le nombre de kilomètres de façon importante. Sur la ligne verte, par exemple, au départ, sur la ligne verte, il n'y avait que 4 gares. On est passé à 11 gares. On a rajouté 9 kilomètres. Donc, on a un schéma d'ensemble qui est issu aussi des contributions et des cahiers d'acteurs qui ont été remis lors du débat. Et l'objectif, c'est à la fois d'être un instrument de vie quotidienne, en reliant notamment les bassins d'emploi, en reliant aussi, et un instrument de développement économique, en reliant les clusters. Donc, quand on regarde les différents clusters d'Île-de-France, il y en a 8, il y en a un qui n'est pas relié, c'est effectivement celui de Confluence, entre la Seine et l'Oise, au droit du port d'Achères. Mais là, le RER-E va être prolongé jusque-là. C'est un projet, mais pour le reste, les autres clusters, que ce soit le territoire de la création à Saint-Denis, qui réunit les studios du cinéma, les écoles d'artistes, l'école du cirque, que ce soit la cité des cartes à Noisy-Champs, la cité de la ville durable, que ce soit le plateau de Saclay, que ce soit la cité financière de la Défense, que ce soit l'aéronautique autour du Bourget, eh bien, ces différents clusters sont reliés entre eux par le futur réseau. Vous évoquiez la question des délais. Tout dépend bien sûr de la manière dont on va continuer à avancer. Tout dépend aussi de la priorisation qui sera arrêtée par le gouvernement. Mais en tout cas, pour ce qui concerne précisément la ligne rouge sud, vous l'évoquiez, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, si les choses se passent bien, mais je suis toujours prudent parce que sur un sujet pareil, on avance aussi en marchant quand on voit l'ampleur de ce qu'il faut faire. Et bien sûr, nous prévoyons des premières mises en service sur la ligne rouge sud fin 2018 et surtout 2019-2020. Bon. Donc on est sur, on ne mettra pas ce premier tronçon tout d'un coup en service, mais on prévoit quand même à ce stade 7 tunneliers, c'est ce qu'on a présenté en réunion publique. On a besoin de 7 tunneliers si on veut réussir à creuser, à forer les tunnels dans les délais. Et donc avec des puits de départ des tunneliers, on a négocié tout ça avec les collectivités territoriales. De la part d'une commune, c'est quand même un geste formidable de dire j'accepte un puits de départ d'un tunnelier parce que c'est une emprise de chantier importante qui va permettre d'avancer. Et nous avons réussi à répartir ces puits de départ de tunneliers sur ce premier tronçon. Sur la question des Jeux Olympiques, c'est un sujet qui me dépasse très largement, vous m'en excuserez. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'on est sur un métro à grande capacité. Hormis la ligne verte, où on parle d'un métro adapté, pour la ligne bleue, pour la ligne rouge et pour la ligne orange, on est sur des métros de 1000 personnes par rame. Donc destiné effectivement à pouvoir accueillir et à monter en puissance. C'est un métro qu'on construit quand même pour des décennies et je l'espère des siècles. Vous avez évoqué Bondy et la question de l'intermodalité TGV. À ce stade, je pense qu'il vaut mieux poser la question à RFF, à la SNCF. Je ne me défile pas, mais je n'ai pas les éléments pour vous répondre sur ce point.
Et vous avez évoqué, Madame Didier, la question du stationnement. Et quelle complémentarité avec le stationnement? Vous avez tout à fait raison. C'est un point très important, parce que je pense que nos concitoyens pourraient nous reprocher de ne pas avoir suffisamment anticipé cette question. Alors, il y a plusieurs hypothèses et plusieurs cas de figure. Nous nous inscrivons dans le cadre du plan régional de stationnement sous l'égide de la région et du STIF. Et l'objectif, c'est quand même, en zone dense, d'essayer d'éviter que d'autres voitures se rendent vers la zone dense. En revanche, en zone moins dense, l'objectif, c'est de démultiplier, si possible, les parcs relais, de façon à ce que les habitants laissent leur voiture, puissent avoir, en termes de tarification, ça relève du STIF, mais c'est ce que nous dit le STIF, puissent avoir un dispositif paiement du parc et paiement du ticket de métro qui soit conjoint. Donc on aura des cas de figure très, très différents. La première phase de concertation, la phase de concertation renforcée sur la ligne rouge sud, on est très largement en zone dense, fait apparaître que dans la plupart des cas, les élus locaux ne souhaitent pas que l'on crée des parcs de stationnement supplémentaires, sauf lorsqu'on est en zone non dense. Je pense à Noisy-Champs, où là il y a véritablement une problématique de parcs de stationnement supplémentaires à créer, que nous prendrons en compte, puisque c'est toute l'arrivée des habitants de la Seine-et-Marne qui va passer par là. Donc c'est donc très, très important. Donc là, il y aura une réponse très précise. Je pense à Saint-Maur. À Saint-Maur, là où sera construite la gare, eh bien, il va falloir détruire un parc de stationnement de façon temporaire de 600 places. Mais nous nous engageons à recréer ces 600 places. C'est bien naturel. C'est comme lorsqu'on sera amené à déplacer une gare routière parce qu'on crée une gare, nous nous engageons à recréer la gare routière. Et donc, en fonction des situations, on aura des parcs de stationnement où on n'en aura pas, mais tout sera fait, on les avec le STIF, pour que l'accès aux gares du Grand Paris en zone dense soit favorisé, facilité par les autres moyens de transport collectifs existants. Voilà, à ce stade, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous répondre. Pardon. Monsieur Revet. Oui, un petit compliment, Monsieur le Président. J'entends bien que vous n'êtes pas en responsabilité de la LGV vers la Normandie ou vers d'autres secteurs régionaux, mais je me souviens tous les échanges qu'il y a eu lors de la préparation du projet Grand Paris, et manifestement le fait que, venant de certaines régions, il y ait l'obligation de transiter par le cœur de Paris, et je prends l'exemple de la Normandie, c'est-à-dire aller à la gare Saint-Lazare pour ensuite aller prendre une autre gare pour aller dans une autre région, contribue à alourdir la circulation dans Paris. Ça ne peut pas être autrement d'ailleurs. Et donc, mon interrogation, comment articulez-vous le fait que l'on puisse, dans l'avenir, faire en sorte d'éviter cette pénétration dans Paris et que l'articulation se fasse autour de la couronne parisienne, d'ailleurs qu'on n'a plus besoin, si on va, moi si je vais du Havre demain, le jour où il y aura la LGV, à Strasbourg, on a eu un essai déjà, mais à Strasbourg ou ailleurs, eh bien, il puisse y avoir le raccordement directement sur le réseau général interrégional. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse d'abord d'être arrivé en retard, de ne pas avoir pu écouter l'exposé liminaire, mais j'ai quand même une ou deux réflexions à faire, même comme provincial, parce qu'il y a certes des différences entre les grandes villes de province et l'agglomération parisienne, mais il y a aussi des ressemblances. Il y a aussi des éléments, et je vais m'expliquer là-dessus. Moi, je suis aujourd'hui convaincu que nous sommes dans des systèmes de complexité tels qu'on va de plus en plus avoir de mal à gérer nos fonctionnements. J'ai rien contre la Société du Grand Paris, mais elle vient se juxtaposer, s'additionner au STIF, à la région, aux communes, aux départements, à toutes ces autorités qui, sans doute, ont chacune leur justification. Vous l'avez sûrement expliqué en préliminaire. Mais
le cheminement normal à partir de là, c'est de créer une structure supplémentaire pour coordonner tout ce qui existe. Et c'est sûrement pas une bonne chose, parce que franchement, on est là dans de la complexité ajoutée à de la complexité. Et nous plaidons au GART, pour les villes de province, pour qu'il y ait une autorité organisatrice de la mobilité durable, AOMD. Alors, je ne sais pas si c'est applicable tel quel à la région parisienne. C'est quoi une AOMD? C'est une autorité qui a la maîtrise de l'ensemble de la boîte à outils qui concerne la mobilité et même l'urbanisme, car tout ça va ensemble, évidemment. On ne peut pas raisonner uniquement sur la gestion des flux existants, il faut aussi raisonner sur le modèle de développement urbain, parce que l'un est lié à l'autre. Selon qu'on a tel ou tel type de développement, de modèle, si je puis dire, d'urbanisme, eh bien on aura une politique de mobilité et réciproquement. Donc je crains que nous dirigeons vers des impasses redoutables à cause de cette parcellisation, de cette dispersion des responsabilités, alors même qu'il faut être extrêmement cohérent. Madame Didier a parlé du problème du stationnement. Elle a parfaitement raison. Le problème du stationnement est absolument déterminant sur le choix modal. Selon surtout la localisation de l'offre de stationnement, on incitera ou pas les gens à prendre les transports publics ou le vélo ou que sais-je. Plus vous les mettez en zone centrale, dense, plus ils sont, comment dirais-je, rentables, mais moins ils sont pertinents en termes de mobilité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous écoutez uniquement les gestionnaires de parking, ils vont tous vouloir mettre les parkings au cœur de Paris ou au cœur de Strasbourg ou d'autres villes. Or, de mon point de vue, c'est une grave erreur. Donc, avoir des autorités qui supervisent l'ensemble, qui ont l'ensemble des leviers permettant d'avoir une politique globale et cohérente de mobilité est très important, à savoir la voirie, à savoir le transport public, à savoir même l'urbanisme, à savoir le vélo partagé, l'autopartage, le stationnement. C'est extrêmement important. Et je crains qu'aujourd'hui, notamment en région parisienne, on va se retrouver en difficulté supplémentaire avec la création de la Société du Grand Paris et son rapport avec, par exemple, le STIF. Donc je vais poser une question précise. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous dire comment vous fonctionnez, comment vous fonctionnerez avec le STIF lorsque vraiment vous aurez atteint votre vitesse de croisière? Je m'excuse, mais moi, je ne vois pas très très clair, ne serait-ce que sur ce point précis. Mais la revendication globale de la cohérence des politiques publiques en matière de mobilité, et donc d'avoir peut-être dans l'acte 3 de la décentralisation, des réformes qui, sous prétexte de simplifier, complexifient. J'aimerais bien qu'on simplifie pour de bon, ce qui n'est pas si facile. Monsieur Capo-Canellas, vous aviez une... Oui, merci, Monsieur le Président. Je crains d'illustrer un petit peu la remarque que Roland Ries vient de faire à l'instant. Je me souviens d'avoir d'ailleurs évoqué le sujet, je crois, lors de l'audition de Guillaume Pépi, qui m'avait répondu que si on passait du temps sur la question institutionnelle, sur la question du mécano, parce que c'est vrai qu'entre RATP, SNCF, RFF, le STIF, vous et d'autres, avec les collectivités et l'État qui naviguent au milieu, c'est jamais simple en Ile-de-France. C'est un peu ce que Roland sous-entendait, c'est encore plus compliqué qu'en province. Mais je vais l'illustrer simplement sur une question, parce que vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, tout à l'heure. Vous avez posé la question des gares en disant... il y a une évolution du budget qui est de 2,5% par rapport à la prévision, donc tout va bien sur le projet global, tout va bien entre guillemets. Par contre, la question du frottement entre les gares existantes et les nouvelles gares, comment on fait pour que y ait bien comment dirais-je, les passages entre les deux, qui va payer ça? J'ai compris que ce n'était pas encore un sujet bien réglé. Bon. Donc ma question c'est là-dessus, qui paye? Y a-t-il une clé aujourd'hui? Et puis comment pensez-vous faire demain pour qu'on arrive à avoir une seule gare?
une gare objet unique qui soit le lieu où le voyageur va trouver le RER, le métro s'il passe par là, le métro express du Grand Paris, la tangentielle si on est vers chez moi, et une gare objet unique. Parce que c'est vrai que chacun pose son infrastructure, chacun a sa signalétique quasiment, chacun a son mode de gestion, et c'est vrai qu'il y a un petit défi, c'est qu'on n'arrive pas à faire une gare objet de demain. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait presque réfléchir sur la maîtrise d'ouvrage et la propriété. Est-ce qu'il faut que les gares en Ile-de-France restent la propriété de la SNCF pour l'essentiel? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à autre chose? Et je rejoins ce que vient de dire Roland tout à l'heure, c'est qu'il faut concevoir la mobilité comme un tout. Bon. Roland Ris a oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Par rapport à ce qu'a dit, avant que je n'arrive, Michel Teston, sur le fret, peut-être qu'il ne faut pas parler du fret, mais des livraisons. Je pense qu'il ne faut pas écarter cette question. Après, moi, je préside, ou je co-préside plus exactement, un club dit du dernier kilomètre, de livraison. Et alors, je vais pas être trop long, mais il y a des villes, pas en France, mais ailleurs, où le tramway sert aussi à faire des livraisons en milieu urbain. Plutôt que d'avoir des camions qui viennent au cœur des villes, le tramway, alors soit avec en raccrochant des wagons spécifiques ou éventuellement avec des rames spécifiques, et en dehors des heures de grande affluence, on peut l'imaginer. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec vous lorsque vous dites, a priori, c'est pour les voyageurs, c'est pas pour les livraisons. Je reconnais que c'est un peu utopique, peut-être, aujourd'hui, mais il ne faut pas l'écarter, a priori. Ça existe dans plusieurs villes d'Europe. Peut-être pas pour les métros, mais pour les tramways. Essayons de ne pas écarter a priori, à ce stade où on est de notre réflexion, des éléments qu'on pourrait regretter par la suite. Alors, pour répondre au sénateur Revet concernant la pénétration dans Paris, ou éviter la pénétration dans Paris. Quand vous regardez la ligne nouvelle Paris-Normandie, son trajet, il prévoit l'arrivée avec une gare Nanterre-La Défense, où là donc, vous tombez sur le Grand Paris Express, notamment la ligne rouge, qui vous permet cette fois-ci d'aller où vous voulez en termes de banlieue à banlieue. Et puis si vous voulez vous rendre dans Paris, vous continuez et vous arriverez à la gare Saint-Lazare, qui va devenir effectivement à ce moment-là une gare TGV. Et admettez, par exemple, vous partez du Havre, vous voulez aller prendre l'avion à Orly, vous faites Le Havre Saint-Lazare, et là vous tombez sur la ligne 14, ligne bleue, et vous serez à Saint-Lazare en un peu plus de 30 minutes, à Orly un peu plus de 30 minutes. Donc on n'oblige pas, là vous avez raison, on n'oblige pas les voyageurs à passer par la zone centrale, puisqu'ils pourront rencontrer les lignes du Grand Paris Express avant. Pour ce qui concerne les observations et la question posée par monsieur le sénateur Ris, sur l'articulation STIF-SGP, moi je voudrais juste rappeler ce que dit la loi. La loi, elle dit, la Cité du Grand Paris, son premier objet, c'est de construire un nouveau métro. Donc elle n'est pas du tout autorité organisatrice, elle n'a pas du tout la prétention de l'être, ce n'est pas elle qui va choisir l'exploitant, ce n'est pas elle qui déterminera l'offre de transport, ni les horaires. Ça, c'est le STIF. Donc il y a une répartition des rôles. Nous construisons. On est très infra, en fait, si vous voulez. On construit gare, tunnel, site de maintenance. On peut être aménageur si l'État et les collectivités, dans le cadre notamment des contrats de développement territorial, donc ces instruments de cohérence entre l'État et les collectivités, je pense que la cohérence que vous appelez de vos voeux aussi, le souhaite, mais ça n'est pas du tout une obligation. Notre cœur de métier, c'est construire un nouveau réseau. C'est la RATP qui sera, de par la loi, gestionnaire de l'infrastructure, comme aujourd'hui, entre RFF et SNCF, il y a le gestionnaire de l'infra. Bon. Et puis, le STIF, c'est l'autorité organisatrice, avec toutes les prérogatives de l'autorité organisatrice. Et quand, par exemple, sur la détermination de l'emplacement d'une gare, le STIF nous dit il faut mieux mettre la gare à tel endroit et la rapprocher parce que vous améliorez la correspondance avec le RER ou la ligne du métro parisien, je veux dire, il a tout son poids pour nous dire ça, le STIF, parce qu'en tant qu'autorité organisatrice, on fait très attention à ce qu'il dit. Alors la question je suis conscient que le paysage est compliqué.
quand on se pose la question du qui fait quoi, ça peut paraître compliqué. La question suivante que je pose, c'est est-ce qu'on avance et est-ce que ça fonctionne? Je ne parle que pour ma paroisse, pardonnez-moi. La SGP, elle n'existait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à la veille de la première enquête publique et nous avons avancé tambour battant. Et nous avons avancé, on n'a pas avancé tout seul, ça n'est pas possible. On ne peut pas mener un tel projet seul. On ne peut le faire qu'en étroite concertation, non seulement avec les collectivités, c'est fondamental, mais avec les opérateurs. Et j'en veux pour preuve que les 21 réunions publiques que l'on a organisées sur la ligne rouge sud, nous avions dans la salle non seulement le public, les élus très présents, mais le STIF, la RATP, la SNCF, RFF, et nous avons préparé ces réunions ensemble. Il y a eu des questions qui portaient aussi bien sur l'infrastructure nouvelle à créer que sur le fonctionnement actuel des RER ou des métros, avec une entente extrêmement positive. Et je crois, je vous invite à vous renseigner si vous le voulez, mais de la part de nos concitoyens qui étaient présents, le sentiment qu'il y avait des pouvoirs publics qui fonctionnaient ensemble. Et Pierre Cerne, qui est le vice-président du conseil régional et vice-président du CIF en charge des transports, est intervenu plusieurs fois dans ces réunions publiques en disant, écoutez, il y a un accord entre l'État et la région et les départements, et les choses avancent, et nous avons montré, je crois, une image d'opérateurs de transport unis et qui travaillaient ensemble. Moi, on peut sans doute toujours améliorer les choses, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on avance, et je crois que c'est ce que si attendent nos concitoyens. Madame Duflot s'est exprimée le 26 juin lorsqu'elle a inauguré l'exposition sur les gares et l'architecture des gares, en disant la question de la gouvernance, c'est une question qui viendra en temps voulu. Il y a une loi de décentralisation qui va arriver, il y a des choses qui me dépassent, hein. Mais dans l'immédiat, elle a appelé de ses voeux l'efficacité pour que l'on puisse avancer. Alors, j'en reviens à la question concernant, monsieur le sénateur, concernant les coûts d'interconnexion, etc. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'à périmètre constant, c'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus, par rapport à ce qui est dans l'accord État-région et ce qui nous est confié dans l'accord État-région. Nous étions à 0,5% dans l'accord État-région, et dès le départ, on sait qu'il y a la question du financement, de l'impact de l'arrivée du Grand Paris Express et des gares du Grand Paris Express sur les réseaux existants. En clair, la création d'une nouvelle gare du Grand Paris Express peut amener des flux de voyageurs qui vont changer, se rendre dans une station RATP ou une gare SNCF-RFF, et de ce point de vue-là, il faudra peut-être à ce moment-là revoir la dimension de la gare ou de la station RATP, les couloirs pour des raisons de sécurité ou autres. Et là, effectivement, il y a un sujet financier que nous avons encore devant nous, sur lequel, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons diligenté l'ensemble des études qu'on a confiées d'ailleurs à la RATP, à RFF, SNCF, en liaison avec le STIF, et pour lesquels nous avons devant nous à engager des discussions sur la répartition financière du qui paie quoi. Mais ce qui est très important, et c'est l'objectif que l'on doit se fixer pour les voyageurs, pour les habitants, c'est que le jour où le Grand Paris Express va arriver, c'est que les voyageurs n'aient pas à subir de désagréments parce que la gare SNCF ou la station RATP n'aura pas été redimensionnée comme convenu. Donc on a ligne par ligne, gare par gare, et nous avons engagé ce travail, bien évidemment. Un point très précis à faire, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment se répartit les financements. Moi j'ai toujours dit, je parle toujours sous le contrôle de mes tutelles, que je n'étais pas fermé à ce que l'on ait une discussion sur les plans financiers avec les autres opérateurs, mais dire c'est un montant qui est estimé, qui est par rapport à l'ensemble des coûts du projet, si vous voulez, on n'est pas dans des milliards et des milliards d'euros. Hein. Donc, mais ce qui est très important, c'est d'abord déjà d'objectiver la situation. Comment en avoir qu'une seule gare, vous évoquiez aussi.
Mais ça dépend des situations. Encore une fois, il y a des moments où on devra reconstruire une nouvelle gare parce que l'arrivée du Grand Paris Express va nous conduire, en accord avec la SNCF ou la RATP et RFF, à refaire une nouvelle gare que nous prendrons à notre charge. Donc il y aura une gare nouvelle avec une unité de signalétique, de mobilier. On va s'entendre là-dessus. On travaille tous les jours ensemble, donc l'entente n'est pas mauvaise du tout, loin s'en faut. Et puis, comme je le disais, d'autres moments où on ne pourra pas avoir une seule gare parce que le terrain tel qu'il est ne permet pas de refaire une gare unique. Et à ce moment-là, il pourra y avoir une émergence nouvelle. Et la question fondamentale, ça sera le lien avec la gare SNCF ou RATP existante. Mais ces gares, elles vont être contiguës. Lorsqu'on a présenté en réunion publique, puisque 22 communes sont concernées par le premier tronçon de la ligne sud, on a présenté à chaque fois la manière dont la nouvelle gare, ou la nouvelle allait être créée, ou allait englober l'autre, comment allaient se faire les circulations à l'intérieur de la gare, les ascenseurs, les escalators, les mezzanines, les salles d'échange, le temps de correspondance. Donc tout ça se fait, et pour la ligne rouge sud, tout ça est prêt. Vous voyez ce que je veux dire et les questions qu'on a eues de la part du public qui était là étaient plutôt à la fois des questions très pratiques, effectivement, combien de temps je vais mettre, et puis on a toujours indiqué, si vous voyez dans la présentation que s'il semble qu'il faut rajouter des batteries d'ascenseur, d'escalator, etc., une sortie nouvelle, ou une entrée nouvelle à la gare, ce sont des sujets qui peuvent encore évoluer, mais nous n'avons pas eu de remarques en disant mais votre système est absurde, parce que nous avons calé l'arrivée de notre infrastructure par rapport à l'existant et que l'enjeu fondamental, c'est la qualité de la correspondance. Bien. Je pense qu'il nous reste à vous remercier, Monsieur le Président, pour cette... C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président, accepter ce jeu des questions et des re-questions. Et puis, parfois, vous avez encore enrichi sur ce projet. Et je pense qu'on est tous conscients que c'est un projet très important, non seulement pour Paris, mais aussi pour le reste de la France. Et c'est comme ça qu'il faut le percevoir, parce qu'en fait, la question de Charles Revet, on a bien vu que, y compris pour ceux qui devront traverser Paris ou nous rendre sur des infrastructures telles que les aéroports, ce projet va faire respirer un petit peu, et je pense qu'il va aussi faire de notre capitale aussi un atout important pour l'ensemble du pays à cet enjeu aussi considérable. Monsieur le Préfet, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, j'ai oublié de répondre à Monsieur Ries, et je vous prie de m'en excuser, concernant le fret. Non, c'est vrai qu'il y a des expériences menées sur les tramways. Tramways qui sont un instrument, j'allais dire, différent du métro, en ce sens que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a pas de parti pris contre au départ. Si dans le meilleur des mondes, on arrivait à la fois à faire circuler des métros de fret et des métros de voyageurs, au fond de moi-même, je n'ai pas d'obstacle intellectuel, on conçoit l'intérêt d'une telle proposition. La difficulté, et là, c'est quand on consulte les différents opérateurs et quand on regarde la complexité parfois que c'est de mélanger des sillons fret et des sillons voyageurs, ou des sillons RER, des sillons TGV, des sillons fret, conduit à des difficultés de fonctionnement. Lorsque l'on aura le schéma d'ensemble réalisé, on sera effectivement à une fréquence de métro à peu près toutes les 2 minutes. En heure de pointe. Oui, non, mais en heure de pointe, on descendra même jusqu'à 85 secondes. Pour certaines, lorsque par exemple on aura la connexion ligne bleue, ligne rouge à Saint-Denis-Pleyel, vous sortirez de la ligne bleue ou de la ligne rouge, vous aurez sur le quai en face le métro avec toutes les 85 secondes en heure de pointe. Bon. La difficulté, c'est effectivement d'insérer, en dehors des heures de pointe, d'autres trains. On pouvait également se poser la question, est-ce que ça ne peut pas se faire la nuit? Voilà. Mais la nuit, on va être sur un métro automatique, et la nuit, aujourd'hui, tel qu'on l'a pu le voir avec les opérateurs existants et en lisant avec le STIF, on est sur l'idée qu'il faut aussi utiliser les plages de nuit pour entretenir l'infrastructure. Et pour que le gestionnaire d'infra, que sera la RATP, que l'exploitant, pour ce qui sera de sa responsabilité, puisque chacun aura des sites de maintenance, il y aura les sites de maintenance des matériels roulants, les sites de maintenance industrielle,
puissent occuper ces temps-là pour entretenir dans l'intérêt des voyageurs. Donc à ce stade, c'est vrai, la décision n'a pas été prise de prévoir l'introduction de trains de fret, ou de métro de fret dans le dispositif. Mais quand on regarde, par exemple, la ligne rouge, elle fait 100 km. Nous n'aurons pas des métros qui vont faire le tour de la ligne rouge tout le temps. Parce que pour des raisons d'exploitation, de qualité de service, vous êtes obligé d'avoir des terminus intermédiaires. À Noisy-Champs, on prévoit un terminus intermédiaire, parce que sinon, si vous avez une ligne trop longue, ça ne marche pas. Plus vous avez une ligne longue avec un nombre d'arrêts important, plus vous risquez d'avoir des difficultés techniques, notamment lors des arrêts en gare. C'est d'ailleurs pour ça que la ligne bleue, au départ, qui partait de Orly dans le projet de M. Blanc, partait de Orly, elle remontait jusqu'à Roissy. C'est pour ça que la décision a été prise de la couper à Saint-Denis-Play, parce qu'on aura eu une ligne directe de 55 km sur technologie pneus qui aurait sans doute conduit à des difficultés de fonctionnement. Et donc, déjà en soi, il faudra que l'on soit capable d'assurer un service maximal pour les voyageurs. Le risque d'introduire des métros de fret avec la logique on est sur de la vitesse aussi. Un tramway va beaucoup moins vite. On est sur de la vitesse, avec ce qu'on sera à 60 km de vitesse commerciale en moyenne, avec des pointes jusqu'à 110. Nous n'avons pas effectivement voulu prendre ce risque. Voilà. En capacité de répondre techniquement, je veux simplement, je veux rien, je suggère qu'on n'écarte pas a priori. Voilà, donc c'est tout. Parce que ça existe pour le tram, il n'y a pas de raison, à mon avis, les difficultés d'insertion en certaines heures du jour, à mon avis, ou de la nuit, ça ne devrait peut-être pas être insurmontable. Mais je dis peut-être. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. J'avoue mon humilité aussi sur la question. Je pense que ce sont des points qu'il faudra revoir avec les exploitants. Là, ce sera aussi à l'autorité organisatrice là, de voir ce qui doit être fait, puisque c'est elle qui choisira les exploitants. Mais je rebondis sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'avoir en gare des éléments, des conciergeries pour pouvoir retirer des paquets que vous aurez pu commander. Le fait d'avoir donc des zones de livraison pour assurer ces livraisons en gare, ça c'est tout à fait prévu en revanche. Ça fait partie des schémas sur lesquels on travaille, de façon à ce que la gare, elle serve non seulement aux voyageurs, mais qu'elle soit aussi un endroit pour les habitants. Lié également au commerce. Si on a des commerces, si on a des services, il faudra bien des zones de livraison pour alimenter tout ça. Il faudra qu'on puisse avoir des zones de livraison pour déposer les paquets que viendront chercher les habitants qui auront fait leur commande sur Internet, etc. Ça, c'est tout à fait prévu en revanche. Quand on a vu Venise, tout est permis. Il faut bien approvisionner. Et on a vu ces canaux la nuit faire office de ce transport fret. Mais c'est vrai que c'est une question importante. Moi, je crois que c'est une question très importante. En tout cas, je retiens tout à fait ce que vous dites. Je ne balaye pas les choses d'un revers de main. Je voulais raconter une anecdote là-dessus. Je crois que je l'ai déjà raconté un jour. Lorsque je suis devenu président de la Compagnie des transports strasbourgeois, ça remonte à pas mal d'années, c'était en 1989, j'ai découvert avec stupeur qu'un des actionnaires de la compagnie, c'est une société d'économie mixte, était une entreprise qui était les sucreries d'Erstein. Et je me suis dit, qu'est-ce que les sucreries d'Erstein, qui produisent du sucre, évidemment, viennent faire dans le capital d'une société de transport? Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'à une certaine époque, dans l'entre-deux-guerres, on transportait les betteraves du Korsberg, à l'ouest de Strasbourg, jusqu'au sud de Strasbourg à Erstein, en passant par les voies urbaines et le tramway, ou les wagons du tramway adaptés à ça. Voilà la raison pour laquelle ces sucreries étaient actionnaires. Donc c'était bien du fret, ça. Bien du fret, c'est même pas les livraisons. Moi, je suis surtout préoccupé aujourd'hui, fret bien sûr, mais par la livraison en milieu urbain. Les camions de 20 tonnes qui viennent au cœur des villes, qui encombrent tout le monde et qui sont sur le mode restez derrière moi, moi je travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, merci.
Encore une fois, merci. Et puis, bravo pour tout ce travail accompli et puis la vision que vous avez donnée de ce grand projet. Voilà pour cette audition concernant le projet d'aménagement des transports, projet du Grand Paris. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Très bonne fin de journée à tous.